Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreux et nombreux à nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire sur les catégories objectives de salariés. Euh, Est-ce que, avant de commencer tout ça, est-ce que vous m'entendez bien et surtout, est-ce que vous voyez bien le partage d'écran que je propose et qui servira à illustrer en fait le propos à travers les conventions collectives sur Tripalio? Parfait, merci. Parfait, parfait. Écoutez, on va commencer. Donc, on est une cinquantaine, c'est bien. L'objectif de ce webinaire, donc, ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps de vous présenter les enjeux en fait, des catégories objectives de salariés, de la mise à jour des catégories objectives de salariés, en rappelant le calendrier initial de mise à jour et d'adaptation, en revenant aussi sur le délai accordé par les URSSAF aux entreprises pour s'adapter dans certains cas, et en voyant quelques cas spécifiques d'accords de catégorie objectif qui ont été signés dans les conventions collectives. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura le temps, je pense qu'on aura au moins une quinzaine de minutes si vous avez des questions, pour s'il y a des choses qui ne sont pas claires, des points à aborder, on aura le temps pour ça. Donc on va commencer. Alors, le sujet des catégories objectives, il n'est pas nouveau hein, pour tous les organismes d'assurance qui commercialisent la complémentaire santé collective, parce que tout simplement, ça rentre dans le critère du caractère collectif et obligatoire du régime. Donc le caractère collectif, ça nécessite de définir une ou plusieurs catégories objectives de salariés bénéficiaires du régime, et ça permet derrière aux entreprises de bénéficier d'une exonération de cotisation sociale sur leur part patronale qui sert à financer le contrat de complémentaire santé collective. Donc c'est vraiment un enjeu crucial qui date pas d'hier, mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un changement euh, en 2017 avec l'ANI du 17 novembre 2017 qui est dédié à la prévoyance des cadres et qui a changé en fait les références juridiques qui permettent de définir les salariés cadres, les salariés employés techniciens agents de maîtrise qui sont considérés comme des cadres malgré tout. Et derrière, on a eu des évolutions un peu plus tardives que 2017 pour permettre de définir les salariés non cadres qui peuvent, dans certains cas, être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de la protection sociale complémentaire collective. Donc, il y a plusieurs embranchements, il y a plusieurs étages. Euh, pour revenir sur l'ANI de 2017, donc du 17 novembre 2017, dédié à la prévoyance des cadres, celui-ci, vous le savez probablement, il a remplacé la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947. Et donc, les nouvelles références juridiques ont été transformées. Donc, désormais, c'est l'article 2.1 de l'ANI de 2017 qui définit ce qu'est un ingénieur et cadre, qui bénéficie nécessairement de la prévoyance des cadres. Et derrière, on a l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 qui définit les employés techniciens et agents de maîtrise assimilés à des cadres. Et donc, à partir de là, l'article 3 de l'ANI du 17 novembre 2017, donc son article 3 précise que dès lors qu'il y a un accord qui évoque ces catégories objectives, donc qui fait une mise à jour de ces catégories objectives pour se conformer à l'ANI, il faut qu'il soit agréé par la commission paritaire de la PEC. Donc la commission paritaire qui doit donner son aval pour que l'accord en question soit valide et puisse entrer en vigueur. Ça, c'est le principe de base. Et derrière, en fait, cette année du 17 novembre 2017, il a été complété par un décret qui est daté du 30 juillet 2021. Et en fait, ce décret, c'est un peu le nerf de la guerre dans beaucoup de conventions collectives, parce qu'il change la référence juridique de ce qu'on appelle la catégorie objective des salariés ex-article 36. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il s'agit des salariés non cadres que les entreprises peuvent assimiler à des cadres si elles le souhaitent
pour le bénéfice de la protection sociale complémentaire collective dédiée au cadre normalement. Ça veut dire que on a des accords collectifs qui peuvent définir qu'un salarié non cadre peut quand même être considéré comme un cadre pour bénéficier de la santé collective ou de la prévoyance collective. Alors initialement, on parle de salariés ex-article 36 parce qu'initialement, cette catégorie objective, elle était posée, elle était définie par l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de 1947, de la CCN initiale dédiée au cadre. Mais finalement, maintenant, l'ANI, donc l'accord national qui a mis à jour tout cela le 17 novembre 2017, il ne contient aucune mesure sur cette catégorie de catégorie objective de salariés. Donc c'est un décret qui a été pris ultérieurement et qui a réécrit, donc qui a écrit même, qui a créé l'article R 242-1-1 du Code de la sécurité sociale pour permettre pour permettre aux accords, en fait, de créer une catégorie objective de salariés non cadres qui peuvent être considérés comme des cadres pour la santé collective ou la prévoyance collective, enfin la protection sociale collective dans son ensemble, mais uniquement dans ce cas-là. Et là aussi, on est vraiment sur plusieurs embranchements. Et là aussi, pour les accords signés sur ce thème-là, des catégories objectives ex-article 36, on est sur une obligation préalable de l'agrément par la commission paritaire de la PEC pour que le texte puisse s'appliquer. Sauf que la situation s'est un peu corsée dans le sens où le calendrier initial de la mise à jour des accords de catégorie objective, le calendrier, c'était le suivant. Toutes les conventions collectives qui avaient des accords de catégorie objective au 1er janvier 2022, donc toutes celles qui définissaient déjà leur catégorie objective de salariés au 1er janvier 2022, avaient jusqu'au 31 décembre 2024, donc c'est récent, hein, pour adapter leurs accords, leurs accords collectifs aux nouvelles références juridiques. Donc à la fois l'ANI de 2017, mais aussi le décret de 2021 sur les catégories objectives ex-article 36. Passé ce délai, donc à partir du 1er janvier 2025, tous ces accords devenaient non conformes, donc n'importe quelle entreprise qui faisait référence à ces accords collectifs, qui n'étaient pas adaptés au 1er janvier 2025, risquait un redressement URSSAF, parce que tout simplement, les contrats, les actes fondateurs euh, qui servaient à mettre en place leur régime de protection sociale, donc de complémentaire santé surtout, n'étaient plus, ne conservaient plus leur caractère collectif. Et donc, l'entreprise risquait un redressement URSSAF parce que ces cotisations rentraient, ces cotisations de complémentaire santé rentraient dans les cotisations sociales, dans l'assiette de cotisations sociales. Donc à partir de là, on pensait que les conventions collectives se mettraient en ordre de bataille pour négocier avant la date fatidique du 31 décembre 2024. Sauf que, évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc on a quand même quelques exemples de conventions collectives qui se sont adaptées, très en amont. Par exemple, on a la convention collective des bureaux d'études qui a signé son accord dédié aux catégories objectives dès le 24 octobre 2023. Donc nous, on le publiait au début de l'année 2024. Et cet accord-là, qui est disponible sur Tripalio, cet accord-là, il a été agréé le 20 décembre 2023. Donc si je vais sur la page de la convention collective des bureaux d'études sur Tripalio, on a cette information ici dans la base de données. On rappelle systématiquement quelle est la définition la plus sensible des salariés ex-article 36. Donc, quels sont les salariés non cadres qui peuvent être considérés comme des cadres dans cette convention collective-là. Et on rappelle les dates d'agrément, les dates de signature de l'accord et les dates d'extension, quand celles-ci, évidemment, sont connues, quand il y a eu agrément ou extension. Donc, on a quand même quelques conventions collectives relativement actives. Donc, c'est le cas des bureaux d'études techniques.
qui ont pris les devants. Ils n'ont pas attendu la dernière moitié de l'année 2024 pour négocier. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des CCN. Et en fait, on s'est retrouvé face à quelque chose qui aurait pu être anticipé et qui a beaucoup stressé le marché de l'assurance collective de personnes et aussi quelques entreprises qui s'inquiétaient de savoir si elles allaient subir un redressement, URSSAF. On s'est retrouvé avec un embouteillage, tout simplement au niveau de la commission paritaire de la PEC, qui est chargée de valider, de donner son agrément aux accords pour qu'ils puissent s'appliquer. Et donc finalement, à la fin de l'année 2024, on avait encore énormément de textes. On avait plus de 50 textes qui n'étaient toujours pas examinés par la commission paritaire de la PEC, donc pas agréés, alors qu'ils avaient été signés en 2024. Pour l'instant, on n'a eu que 2 sessions en 2025 qui ont eu lieu et qui sont connues, celle du 5 février 2025 et celle du 21 mars 2025. Et au total, sur ces 2 sessions, seulement 14 textes ont été agréés par la commission paritaire de la PEC. Et d'après le tableau de suivi de la commission paritaire de la PEC, qui a été mis à jour la dernière fois en mars 2025, il reste plus de 40 textes, 43 textes exactement, à examiner. Donc là, on est en fait, il y a beaucoup de conventions collectives qui sont en retard au final, qui ont déposé en même temps tardivement leurs accords, certes pendant l'année 2024 probablement, mais vraiment au dernier moment, elles ont déposé leurs textes auprès de la commission paritaire de la PEC, ce qui fait que les partenaires sociaux de cette commission se sont retrouvés un peu démunis parce que leur rythme de travail est quand même assez lent, c'est-à-dire que la commission, elle se réunit en général une fois par mois, mais on se rend compte dans les faits que ce n'est pas toujours le cas, et qu'elle examine une dizaine de textes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, à chaque session. Donc sachant qu'il leur reste encore 40 textes à examiner, 43, aux dernières nouvelles, ça fait que les textes, si en imaginant qu'il y ait eu une session en avril, peut-être qu'il y en aura une en mai, pour l'instant on n'a pas d'informations. Tout ce stock de textes de catégorie objective ne sera pas examiné et ne recevra pas d'agrément au total, avant peut-être le mois de septembre. Donc on a vraiment cet enjeu-là, cet enjeu de temporalité tout simplement, plutôt qu'un enjeu de- d'action des conventions collectives qui au final ont négocié. On a vraiment l'enjeu de l'embouteillage à la commission paritaire de la PEC qui fait qu'il y a beaucoup d'accords qui n'ont pas été adaptés à la date enfin, qui n'ont pas été agréés plutôt à la date du 1er janvier, date limite. Donc, il y a eu une tolérance URSSAF qui a été demandée par les ministres Catherine Vautrin et Astrid Panosyan-Bouvet. Il y a un courrier qui avait été envoyé en février 2025 et que nous avions publié sur Tripalio. Et dans ce courrier, les ministres demandaient aux URSSAF tout simplement une tolérance vis-à-vis des entreprises qui se reposaient en fait sur leur convention collective pour définir leur catégorie objective de salariés. Qu'est-ce qu'elles demandaient, les ministres, exactement? Elles ont demandé, dans ce courrier, une tolérance vis-à-vis des entreprises des conventions collectives qui ont signé un accord en 2024, qui l'ont déposé pour agrément en 2024 et qui l'ont déposé pour extension en 2024. Donc tout devait avoir été fait en 2024 pour que la tolérance de l'URSSAF vis-à-vis de l'entreprise non conforme entre en jeu, soit appliquée. Et cette tolérance, c'est un délai de 3 mois. C'est-à-dire que à partir du moment où une entreprise non conforme, mais qui fait partie d'une CCN, qui a tout signé et tout déposé euh, pour extension et pour agrément APEC en 2024, eh bien, l'URSSAF dira à l'entreprise que le redressement n'aura pas lieu et qu'à partir du moment où l'extension et l'agrément auront été publiés de l'accord CCN, l'entreprise aura encore 3 mois pour s'adapter.
Donc elle aura encore 3 mois pour se mettre en conformité. Mettre en conformité ses définitions euh, avec, avec l'accord CCN agréé étendu. Ça fait beaucoup de conditions. Et surtout, ça pose une question qui est que il faut connaître les dates de demande d'agrément et les dates de demande d'extension par les partenaires sociaux. Et on va voir après que c'est justement sur les autres conditions, on va voir que c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment les partenaires sociaux ont déposé leur demande d'agrément auprès de la PEC et leur demande d'extension auprès du ministère du Travail. Sauf qu'apparemment, les services de l'URSSAF le savent, mais nous on ne le sait pas, et les entreprises encore moins. Donc, ça pose un problème parce que il y a d'autres cas de figure dans le courrier du ministère qui précisent que les URSSAF, qui contrôlent les entreprises, doivent, dans certains cas, écarter la tolérance de 3 mois pour s'adapter. C'est-à-dire que si un accord a été signé dans une CCN en 2024, mais que l'accord a été déposé auprès de l'APEC pour agrément en 2025 ou déposé auprès du ministère pour extension en 2025, dans ce cas-là, les URSSAF n'appliqueront aucune tolérance, aucun délai de tolérance vis-à-vis de l'entreprise contrôlée. Donc, je reprends pour que ça soit bien clair. Si l'accord a été signé en 2024, mais que la demande d'agrément ou d'extension a été déposée en 2025, eh ben, il faut que l'entreprise elle soit déjà à jour. Elle est déjà mis à jour ses catégories objectives et il ne faut pas qu'elle attende l'agrément ou l'extension de l'accord. Sinon, elle risque un redressement si elle est contrôlée, tout simplement. Mais encore une fois, ça pose la question de euh, comment connaître la date de dépôt auprès de la PEC ou auprès du ministère pour extension, parce que elle n'est pas connue. Donc c'est vraiment une information que les services des URSSAF ont sûrement lorsqu'ils contrôlent une entreprise, sauf que pour les organismes d'assurance qui conseillent les entreprises clientes et pour les entreprises elles-mêmes, cette information, elle est introuvable, en tout cas à notre connaissance. Alors ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est on a aussi des conventions collectives qui signent des accords pour mettre à jour leur catégorie objective en 2025. Donc là, elles sont vraiment en retard, j'ai envie de dire. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune tolérance, évidemment. Là, c'est quand même plus simple. Dès qu'un accord a été signé en 2025, il faut que l'entreprise n'ait pas attendu cet accord pour adapter ses catégories objectives au nouveau cadre légal. L'entreprise devait avoir euh, euh, fait ses diligences dès l'année 2024, en fait. Et maintenant qu'un accord a été signé en 2025 dans sa CCN, elle peut s'adapter a posteriori à cet accord-là. Mais il ne fallait pas que l'entreprise attende l'accord signé en 2025 pour s'adapter. Là, si elle est contrôlée par l'URSSAF et qu'elle disait, moi tout simplement, j'attendais que ma CCN signe un accord, le contrôleur URSSAF lui dira, ben non, il fallait que vous soyez conforme au 1er janvier 2025. Et si votre CCN a tardé à négocier, c'était à vous de vous adapter avant votre CCN. Donc, je- voici le cadre, j'ai envie de dire, le calendrier assez alambiqué, malgré tout, de l'adaptation des catégories objectives, des catégories objectives de salariés dans les CCN. Et on va voir maintenant quelques exemples très, très simples de conventions collectives qui sont concernées par cela. Donc, on va déjà voir deux conventions collectives tout simplement qui ont, elles, attendu l'année 2025 pour signer quelque chose. Euh, alors la première, c'est un cas un petit peu spécifique, c'est la convention collective de la fabrication du verre. Et en fait, cette convention collective de la fabrication du verre, elle a signé un accord initialement en 2024, mais cet accord n'a été ni agréé ni étendu. Et en fait, c'est parce que les partenaires sociaux se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait
dans leur texte. Les catégories objectives qu'ils avaient définies en 2024, en septembre 2024 de mémoire, ne correspondaient pas à ce qu'ils voulaient. Donc finalement, ils ont signé un second accord le 27 février 2025, donc après la date butoir, et cet accord a déjà été agréé par la PEC, donc le 21 mars, c'était lors de leur dernière session que les partenaires sociaux réunis en commission paritaire ont agréé ce nouvel accord, mais il n'a pas été étendu. Donc dans cette CCN-là, toutes les entreprises ont dû s'adapter techniquement, ont dû s'adapter si elles ne avant la signature de cet accord-là, si elles ne voulaient pas subir un redressement URSSAF. Donc, pour l'instant, à ce jour, l'accord du 27 février 2025, il n'a pas été publié officiellement, on n'y a pas eu accès. On a seulement l'agrément, ce qui est assez rare, c'est même unique pour l'instant, à ma connaissance, qu'un accord soit agréé par la commission paritaire de la PEC avant même sa publication au bulletin officiel et avant même et avant son arrêté d'extension. Ça, c'est un peu plus fréquent que l'agrément paraisse avant l'extension. Et là, on est dans un cas très particulier. Et autre cas un peu plus classique, c'est la convention collective des opérateurs de voyage et des guides. En fait, dans cette convention collective-là, ce n'est que le 31 janvier 2025 que l'accord de catégorie objective a été signé. Et ce texte, il est toujours en attente d'agrément et toujours en attente d'extension. Mais on a l'information de la définition des catégories objectives prévues par le texte, donc sur la base de données Tripalio. Et on a publié également le texte en question qui redéfinit à la fois les salariés cadres, les non-cadres et surtout les cadres ex-article 36 les non-cadres ex-article 36, pardon, qui peuvent être assimilés à des cadres pour le bénéfice de la protection sociale collective. Donc là, on est sur deux cas un peu extrêmes de conventions collectives qui ont signé en 2025 un texte. Maintenant, pour aller voir des cas un peu plus complexes, un peu plus susceptibles d'interprétation, eh ben, on va aller voir des CCN qui ont négocié en 2024 et dont on pense que les demandes d'agrément et d'extension ont été déposées en 2024. Mais rien ne permet de le savoir. Donc on a par exemple la convention collective du caoutchouc, IDCC 45. Cette convention collective du caoutchouc, elle est intéressante parce qu'elle propose des catégories objectives de salariés mises à jour dans un accord du 22 octobre 2024, mais elle ne dispose ni d'un accord santé ni d'un accord prévoyance. Donc, les offres qui peuvent être faites dans cette convention collective, qui est assez confidentielle, hein, certes, il n'y a que 540 entreprises et un peu plus de 45 000 salariés, mais c'est quand même c'est intéressant de noter qu'on négocie même sur les catégories objectives, alors même qu'il n'y a pas d'accord santé ou d'accord prévoyance. Et en fait, cet accord, il a été signé en 2024 et il a été étendu et agréé en 2025. Donc l'arrêté d'extension est sorti le 27 mars 2025 et l'agrément est sorti le 5 février 2025. Partant de là, on se souvient qu'il y avait un délai de 3 mois offert aux entreprises pour s'adapter avant de potentiellement subir un redressement URSSAF s'il y avait contrôle. Et donc, on peut se dire que, étant donné que c'est l'extension qui est la plus tardive, le 27 mars 2025, le délai de 3 mois pour s'adapter s'applique à partir de là. Ça veut dire que les entreprises du caoutchouc auraient jusqu'au 27 juin 2025 pour s'adapter, pour adapter leur catégorie objective aux nouvelles définitions qui ont été agréées et étendues. Ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, rien ne nous permet de savoir que les demandes d'agrément et d'extension ont été déposées en 2024. C'est vraiment là le problème du délai de tolérance réclamé par les ministres. C'est que ce délai est basé sur une information qui n'est pas disponible. Donc,
je pense on peut quand même affirmer que, enfin, on peut quand même supposer qu'il y a de bonnes chances que la demande d'agrément par la PEC et la demande d'extension aient été déposées en 2024 sur cet accord-là. Mais rien ne permet d'en être sûr, sauf si on arrive à obtenir cette information en contactant peut-être directement les partenaires sociaux. Mais c'est quelque chose qui nécessite quand même d'avoir les bons contacts et d'obtenir un retour surtout, ce qui n'est pas dit. Donc ça, c'était vraiment un cas d'une convention collective où on peut se dire, l'accord a été signé en 2024, mais étant donné qu'il a été étendu et agréé au début de l'année 2025, on peut penser que le délai d'adaptation, le délai de tolérance URSSAF s'applique. En revanche, il y a des conventions collectives où on est en droit de vraiment douter sur l'application de ce délai euh, des URSSAF, de ce délai de tolérance des URSSAF. C'est le cas, par exemple, dans la CCN des télécommunications. Mais j'en cite quelques-unes, mais évidemment, il y en a beaucoup plus qui sont concernés. Mais là, par exemple, dans la CCN des télécommunications, on est sur un accord qui a été signé le 20 décembre 2024. Donc c'est quand même là, au tout dernier moment. Et partant de là, on peut se demander, alors on sait que l'avis d'extension, il est sorti au cours de l'année, alors je ne sais plus si c'était en 2024 ou en 2025. C'est le 11 janvier de 2025 que l'avis d'extension est sorti sur cet accord-là. Donc, on peut se dire, est-ce que la demande d'extension a été déposée en 2024? Il y a un petit doute. Et sur la demande d'agrément, il n'y a aucune certitude non plus. Donc, à notre avis, euh, tous les accords qui ont été signés à la toute fin de l'année 2024, le 18 décembre, le 20 décembre, ou même au-delà, c'est quand même compliqué de dire aux entreprises qu'elles ont 3 mois pour s'adapter à partir de l'agrément et de l'arrêté d'extension, de l'agrément APEC et de l'arrêté d'extension. C'est c'est un risque qui existe vraiment. Euh, donc, étant donné qu'on n'a pas d'informations, c'est peut-être plus prudent de conseiller aux entreprises de s'adapter le plus rapidement possible si ce n'est pas déjà fait, plutôt que d'attendre que les accords soient publiés ou que les accords soient agréés et étendus. Parce que rien ne nous dit que les URSSAF n'appliqueront pas avec zèle la demande des ministres. C'est-à-dire que si les URSSAF savent qu'une demande d'extension ou qu'une demande d'agrément a été déposée en 2025, alors même qu'un accord a été signé en 2024, on peut penser que les services des URSSAF pourraient avoir la main lourde sur les redressements. Donc la prudence recommande quand même sur ces CCN-là, qui ont des accords très tardifs, la prudence recommande quand même de conseiller aux entreprises de s'adapter dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Donc on peut citer quelques autres CCN hein, pour l'exemple qui seraient concernés par cette situation. Par exemple, on a la CCN de la maroquinerie. Donc la CCN de la maroquinerie, elle a signé son accord de catégorie objective le 18 décembre 2024. Elle a reçu son arrêté d'extension au journal officiel le 18 mars 2025. Donc euh, là, le texte est étendu et on le publiait à la fin du mois de janvier. Mais on n'a aucune nouvelle de son agrément par la commission paritaire de la PEC. Là, voilà, il est toujours euh, applicable sous réserve de son agrément. Donc, officiellement, techniquement, il n'est pas applicable. Donc, il y a encore cette question de la prudence, de l'interprétation qu'il faut avoir vis-à-vis de la tolérance des URSSAF. Je pense qu'on peut
sans trop de risques, se rattacher à la définition prévue par l'accord qui a été signé le 18 décembre 2024, justement pour anticiper son agrément, heu et éventuellement adapter, si c'est possible, plus tard, se mettre en conformité s'il y a un refus d'agrément ou une réserve. Et pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas eu de refus franc d'agrément, il n'y a pas eu de problème, particulier sur les accords qui ont été signés. Donc, on nage en eau trouble, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment, en fonction des entreprises qui sont concernées et des CCN dont elles relèvent, il faut vraiment prendre les choses au cas par cas et voir avec elles si elles ont déjà adapté leur catégorie objective, si elles attendent que les textes soient agréés, ou étendus pour se mettre en conformité. Mais dans tous les cas, dès lors que les CCN ont négocié très tardivement en 2024, encore une fois, je répète, la prudence voudrait que ces entreprises-là, n'attendent pas plus, heu, pour, se mettre à jour, parce que sinon le risque de redressement URSSAF est quand même très clair. Voilà. Hem, Écoutez, j'ai fait un petit peu, rapidement sur la fin, mais parce qu'il y a beaucoup d'exemples de conventions collectives qui sont possibles. J'ai essayé de prendre des conventions collectives, assez différentes de secteurs différents, donc ce qui ne sont pas forcément les plus importantes. Hem, alors est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur des points peut-être concernant les calendriers, concernant, les la manière dont les URSSAF, peuvent tolérer des retards d'adaptation, peut-être? Ou sur certaines conventions collectives? Ou sur d'autres points liés aux catégories objectives de salariés? N'hésitez pas à poser des questions par écrit ou tout était clair. Bah, en principe, alors, pour répondre à la première question, donc s'il n'y a pas d'extension et pas d'agrément APEC, qui a été publié, alors l'entreprise se doit d'associer les ex-article 36 en non-cadre. Hem, en théorie oui. Si elle s'appuie sur la convention collective, que cette convention collective n'a pas été mise à jour avant la date butoir et que le texte signé en 2024 n'a pas encore été agréé, par la PEC, hem, malheureusement, l'entreprise ne peut plus se rattacher à l'ancienne définition du salarié ex-article 36. Et si elle se rattache à la nouvelle définition qui n'a pas encore été agréée par la PEC, elle anticipe l'entrée en vigueur du texte, donc elle anticipe son agrément. Donc ce dans quelle mesure cette anticipation pourrait être sanctionnée par l'URSSAF, pourrait être, hem, refusée, j'ai envie de dire, en cas de contrôle URSSAF, ça on ça dépend, je pense, de leur tolérance, mais si on veut être vraiment, appliquer, le sens des textes et appliquer, la réglementation sans aucune souplesse, l'entreprise n'est plus censée, dans ce cas-là, l'entreprise n'est plus censée pouvoir associer les ex-article 36, heu, à des salariés cadres et donc les ex-article 36 retombent dans la catégorie des salariés non cadres pour le bénéfice de la protection sociale complémentaire collective, en attendant que le nouvel accord CCN soit agréé.
et entre en vigueur, en fait, parce que c'est cet agrément qui permet à l'accord d'entrer en vigueur. Certains accords demandent aussi, écrivent aussi qu'ils entrent en vigueur lorsqu'ils sont agréés et lorsqu'ils sont étendus. Dans ce cas-là, il faut et l'agrément et l'arrêté d'extension au journal officiel. Mais la plupart des accords de catégorie objective euh, ne soumettent leur entrée en vigueur qu'à leur agrément par l'APEC. Alors sur 2 questions. Alors sur, la question sur quels critères la commission de l'APEC, peut s'appuyer pour refuser l'agrément d'un accord? Très bonne question. Justement, on n'a pas, la commission paritaire de l'APEC, en fait, simplement, elle s'appuie sur des le cadre légal, donc elle vérifie, en fait, que les critères, j'imagine, que la classification correspond bien à ce qui est prévu par l'ANI de 2017, que la classification prévue par la CCN rentre bien dans les cases, mais on n'a pas de critères. C'est des critères objectifs qui sont uniquement ceux-là, ceux d'une comparaison entre un texte et l'ANI de 2017 et aussi le décret de 2021. Concernant, concernant l'hypothèse d'un redressement, si une entreprise a mis à jour son accord en mars 2025, alors que la date butoir était au 1er mars 2025, c'est 1er janvier, je dirais plutôt, est-ce qu'elle peut être redressée si elle est contrôlée en septembre 2025? Alors je ne suis pas un spécialiste hein, des contrôles URSSAF et des redressements URSSAF non plus. Hem, Donc, à chaud, sans avoir étudié la question, à chaud, je pense qu'il y a un risque pour qu'il y ait un redressement sur la période, de du 1er janvier 2025 jusqu'à la signature et la mise en place de l'accord en mars 2025. Je pense qu'il y a un risque de redressement, oui. Mais encore une fois, là, c'est vraiment une réponse, heu, qui ne vaut pas valeur de conseil, hein. Hem Alors, pour rester sur, la procédure de l'APEC, en principe, oui, la commission, si on en croit, la position, le courrier, en fait, dans le courrier envoyé par, le ministère, les 2 ministres, au directeur de l'URSSAF, il y avait le cas du refus d'agrément URSSAF, du refus de l'agrément d'un accord par l'APEC, pardon. Et donc ça veut dire que, à mon avis, si enfin à mon avis non, c'est le cas. Oui, l'APEC, si elle refuse d'agréer un texte, elle doit le dire aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent revoir leur copie et signer un nouveau texte. Donc c'est peut-être l'une des raisons, par exemple, on abordait tout à l'heure, le cas des entreprises, du verre qui avaient signé un accord en septembre 2024 qui n'a pas été agréé, pas étendu et qui en ont re-signé un en 2025 qui a été agréé en mars 2025. Cette nouvelle signature est peut-être liée au fait qu'il y avait eu un refus d'agrément en 2024. Mais on n'a pas cette information. Nous, on n'a pas, la liste des refus d'agrément. On ne sait que, l'APEC ne communique que sur les accords qui ont été véritablement agréés. Donc on n'est pas en mesure de savoir quels sont les accords refusés qui vont être, adaptés, en fait, en fonction des retours de l'APEC? Malheureusement, on n'a pas ce degré d'information. Hem, alors n'y a-t-il pas de risque prud'homal en cas de perte du statut cadre par annexe article 36? Si, clairement. Si, clairement et c'est pour ça que ça veut dire qu'il faut que l'entreprise, en fait, s'adapte, en mettant à jour elle-même son acte fondateur
sans se reposer sur la CCN qui n'est pas à jour, en fait, qui a tardé à se mettre à jour et à faire agréer son accord. Et en fait, dans ce cas-là, il revient à l'entreprise elle-même de prendre les devants et d'adapter, d'intégrer directement dans son acte fondateur la nouvelle définition en fait du salarié non cadre, assimilable à un cadre pour le bénéfice de la protection sociale complémentaire collective. Alors, quel document officialise la catégorie objective? L'agrément APEC ou l'arrêté d'extension? Eh ben, ça dépend. Donc on a des accords, on a certains accords, bah, par exemple, là, on va regarder celui de la maroquinerie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, celui de la maroquinerie? Déjà, est-ce qu'il nous donne une date d'entrée en vigueur? C'est même pas sûr. Évidemment, on est tombé sur l'accord qui ne précise pas quand il entre en vigueur. Si. Là, par exemple, on a un accord où on voit: «Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier, sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC». Donc là, on est sur un accord qui ne peut entrer en vigueur, en fait, que s'il a été agréé. Donc au 1er janvier, s'il n'était pas encore agréé, il fallait attendre l'agrément pour qu'il soit vraiment applicable. Mais on a d'autres accords qui demandent, pour entrer en vigueur, leur extension et leur agrément. Et dans ce cas-là, bah, il faut qu'il y ait les 2. Il faut qu'il y ait à la fois la publication de l'arrêté d'extension et à la fois l'agrément, publié aussi par l'APEC, par la commission paritaire de l'APEC, pour que le texte soit officiellement applicable. C'est, heu, c'est vraiment au cas par cas là. Comme souvent en fait avec les accords collectifs, heu, dans les CCN, c'est du cas par cas et ça demande de jongler, heu, d'une convention collective à l'autre avec les critères d'application qui sont prévus par les partenaires sociaux. Alors quels sont les accords et agréments attendus qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mise à jour? Qui n'ont pas encore, été publiés en fait, c'est ça que vous voulez dire? Donc quels sont les accords et agréments, bah, qu'on attend tout simplement? Bah, en fait, dans les accords, on en a, si je dis pas de bêtises, on en a donc dans les agréments qu'on attend officiellement, l'APEC en a donné une liste, donc on en a 40, un peu plus de 40. Si je retrouve mes notes, oui, voilà, on a 43 textes, que l'APEC doit encore examiner, donc c'est pas mal. Donc il y a 43 agréments qui doivent encore sortir, sauf que, on en a encore, on ne sait pas, en fait, on n'est pas en mesure de savoir combien de textes doivent encore sortir. Parce que tant qu'ils ne sont pas sortis, et tant que les partenaires sociaux n'ont pas communiqué dessus, on ne peut pas vraiment savoir tout ça. Donc c'est vraiment uniquement avec les calendriers, avec les informations données par la commission paritaire de l'APEC surtout, qu'on peut savoir, quels sont les agréments qui vont sortir. Hem, alors sur les entrées en vigueur, rétroactives au 1er janvier 2025, une très bonne question. Hem, à ma connaissance, il y a aucun accord, qui ne prévoit d'entrée en vigueur rétroactive, parce ils entrent tous en vigueur, en fait, sous réserve de l'agrément APEC. Donc tant que l'agrément, de la commission paritaire de l'APEC n'a pas été délivré, ils ne sont pas en vigueur.
Maintenant, est-ce qu'il faut considérer qu'une entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sous réserve de l'agrément APEC, peut être interprétée comme une entrée en vigueur rétroactive? Heu, je pense que je pense que c'est une position qui est difficilement tenable parce que les accords ne sont pas écrits comme ça. Donc quoi qu'il arrive, sur les accords qui ont été, de toute façon, sur les accords qui ont été signés en 2024, je dirais avant le mois de décembre et qui n'ont pas encore reçu ou leur arrêté d'extension ou leur arrêté d'agrément, les entreprises de ces CCN-là auront encore 3 mois pour s'adapter lorsque les 2, l'arrêté d'extension et l'arrêté d'agrément, auront été publiés. Donc c'est vraiment l'agrément ou l'extension, c'est le plus tardif des 2 qui fera démarrer le délai d'adaptation de 3 mois, le délai de tolérance de 3 mois, Urssaf. Donc ça, j'ai envie de dire que ça laisse une sécurité pour les entreprises qui relèvent de ces CCN-là. Mais c'est vrai que la question de l'application rétroactive, elle se elle, à ma connaissance, il n'y a pas d'accord de catégorie objective qui la pose clairement. Alors là, vous posez des questions très techniques. Sur, sur la rédaction, d'une catégorie objective, en fait, tout dépend l'entreprise, si un accord de catégorie objective est signé dans une CCN, qu'il est en vigueur, l'entreprise peut simplement renvoyer à cet accord-là, renvoyer, aux dispositions de la convention collective pour mettre en place, son contrat de complémentaire santé ou sa protection sociale dans son ensemble. En revanche, si l'entreprise doit s'adapter parce que, il y a une carence de sa convention collective, là, c'est plus complexe. C'est un peu plus compliqué, donc là, ça demande vraiment une réflexion sur, les références juridiques à mettre en place, et comme vous le dites, peut-être des références directement à la classification de la CCN, mais c'est vrai que là, l'entreprise et donc l'assureur qui veut conseiller l'entreprise cliente sur le contenu de son acte fondateur, l'entreprise est un peu sur une corde raide. C'est-à-dire qu'il faut arriver à jongler entre, l'ancienne définition et la nouvelle, sachant qu'il faut un agrément pour que la nouvelle définition s'applique. Donc, il n'y a pas vraiment de solution, j'ai envie de dire. C'est un casse-tête, pour l'instant auquel, nous en tout cas, il n'y a pas de réponse, claire. Je pense qu'il y aura forcément du contentieux, sur ce sujet, mais il faudra attendre, que que cela avance en fait, que les procédures juridiques avancent. Donc c'est pas avant, 1 ou 2 années, à 1 ou 2 ans qu'on aura des réponses sur ces questions-là, sur, le fond en fait du problème. Qui n'a clairement pas ce fond du problème n'a clairement pas été identifié, ni par l'Urssaf, ni par, le ministère. Ou alors s'il a été identifié, ils l'ont écarté, ils l'ont mis de côté. Oui, voilà, je suis désolé, on partage le même constat qui est que il y a de quoi perdre quelques cheveux à tenter de trouver une solution. Alors sur le devoir de conseil, bah, là, c'est vrai qu'on est sur une question, épineuse aussi. Hem, bah, là, on est encore, de notre point de vue, c'est bien, il faut que l'assureur, donne à son entreprise cliente, au chef d'entreprise,
à la personne dans l'entreprise qui est chargée de ce dossier-là, de la protection sociale complémentaire collective, c'est bien de donner un maximum d'informations et d'aider en fait à retrouver les références, juridiques. Après, est-ce que c'est à l'assureur de rédiger, l'acte fondateur de l'entreprise? C'est contestable. Moi, je pense que, l'assureur, il est là pour justement pour conseiller, pour aider, l'entreprise, mais il n'est pas là pour, se la remplacer, dans la rédaction de l'acte. Ça reste une responsabilité de l'entreprise, de prendre un acte fondateur et de couvrir ses salariés, dans le respect des règles établies. Et en fait, cette notion de degré de responsabilité dans le devoir de conseil, c'est une notion qui est très incertaine, et c'est vrai que la conformité à la convention collective, de notre point de vue, elle est centrale dans le devoir de conseil mais le juge, la cour de cassation n'a jamais vraiment, pour l'instant, elle n'a pas tranché cette question-là. Elle n'a pas explicitement mis en cause, un assureur, parce qu'il n'avait pas bien conseillé qu'il n'avait pas proposé un contrat conforme dans l'entreprise à une convention collective. Alors sauf si j'ai un trou de mémoire, mais je me souviens pas qu'il y ait une jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens. Donc je pense que c'est chaque organisme, de protection sociale, enfin chaque, organisme d'assurance qui a en interne sa propre, vision de son degré d'implication dans le devoir de conseil, dans la conformité à la convention collective. Il y a certains acteurs de l'assurance collective qui vont préférer, hem, être très impliqués et d'autres, au contraire, qui vont prendre un peu de recul et qui vont, s'impliquer, le moins possible dans cette conformité CCN. Donc là, c'est vraiment, chaque organisme, chaque professionnel qui qui se forge, sa propre doctrine sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations peut-être? Ou, tout est clair? Enfin, tout est clair. Le le manque de clarté est clair. Voilà, l'incertitude sur le sujet est partagée. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été nombreux à suivre, ce deuxième webinaire, ce second webinaire. Nous en ferons sûrement, un, je l'espère en tout cas avant la pause estivale. Le sujet n'est pas encore défini, mais si vous avez, si vous avez un souhait, de thème ou de sujet à traiter, n'hésitez pas à me le communiquer directement, hein, à mon adresse mail, elguiter@tripalio.fr ou alors, à contact@tripalio.fr. On verra si c'est quelque chose qui peut être, qui peut faire l'objet d'un webinaire. En tout cas, j'ai été, heureux que vous soyez nombreux à être présents et à participer. Et puis, donc cette vidéo sera présente, la vidéo du webinaire, hein, sera présente, sur la chaîne YouTube de Tripalio, en accès gratuit, si jamais vous voulez, la partager avec d'autres personnes ou la revoir. Et puis, d'ici là, je vous souhaite, une, très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt sur Tripalio et nous restons disponibles, si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup et très bonne fin de journée à vous.